Pour ponctuer la journée, enfin la matinée, je vous propose tout simplement de commencer par présenter sur une heure à peu près l'origine du projet 3D Alliance et puis effectivement, au-delà de l'image et du son 3D, ce que ça peut apporter pour les gens de la filière image et son numérique. Et puis ensuite, nous aurons sur Skype nos représentants en fait en local, notamment sur l'Inde et sur le Brésil, pour ensuite parler justement du use case un peu pratique. Alors les use cases sont plutôt tournés en fait sur du soft et sur du matériel. Après, je me propose aussi d'illustrer un petit peu vu le public. On a rajouté justement des messieurs que l'on a fait dans le domaine du contenu avec le Film France et Unifrance, donc notamment sur le Festival de Pékin et sur des salons justement comme Cinéasia. Et puis évidemment, autour de midi et demi, nous aurons les questions-réponses pour échanger, et donc nos représentants locaux seront également présents. Alors, en termes d'invités, on a aujourd'hui proposé à Philippe Renaudot, qui fait partie du pôle, justement, de nous rejoindre, et je la remercie d'accepter de passer du temps avec nous. Et puis nous aurons, malheureusement il n'est pas présent aujourd'hui en live, mais il sera présent sur Skype. Nous aurons également le président de Wolfony, M. Renaud Van Liet. Je commence tout de suite par pourquoi 3D. Brièvement, en fait le projet a été réfléchi en 2010-2011. 2010-2011, il y avait le phénomène Avatar. Globalement, il y avait aussi une numérisation des salles de cinéma dans le monde entier. 52% des salles de cinéma dans le monde étaient déjà numérisées, donc ce qui permettait justement facilement de pouvoir proposer, soit en actif, soit en passif, de diffuser des films en 3D. Il y avait un marché à fort potentiel qui était les briques, qui étaient à équiper, donc la Russie, l'Inde et la Chine, au-delà de l'Europe et des États-Unis. Et effectivement, on avait des entreprises en France qui étaient, on va dire, en pointe sur, justement, par exemple, l'équipement et la production de contenu en 3D. Il y avait également aussi, en 2011, un certain nombre de blockbusters. Donc, évidemment, il y avait Avatar, et puis il y avait des films qui étaient convertis en 3D, on a eu une grande heure de gloire avec un Gold Rush jusqu'en 2010, et puis on parle souvent du choc des titans. Le choc des titans, la conversion était tellement mauvaise que les gens sont partis des salles de cinéma en ayant mal au cerveau, et effectivement il y a eu une déperdition du public au niveau des salles en 3D, pour les films en 3D. Globalement, donc, le marché s'est tassé surtout en Europe, mais aujourd'hui on est sur une entrée salle 3D pour une entrée salle 2D pour le même film, on va dire en Europe, mais par contre, effectivement, sur les briques, on est avec une majorité des ventes qui se font pour un film en 3D, notamment en Chine. Donc, en 2011, à l'origine du projet, les initiateurs ont pensé qu'effectivement, il y avait réellement une opportunité à saisir pour travailler ensemble. Et puis aussi, au-delà de ça, c'est important aussi de préciser qu'en France, on est quand même un territoire qui a vu des inventions très importantes dans le domaine de l'image. J'aime bien, surtout quand on est en Chine, par exemple, présenter cette carte, où en fait on a autour de Lyon des inventions majeures comme la photo avec Nicéphore Niels, à côté de Chalon-sur-Saône, à Saint-Loup-de-Varennes, et puis ensuite Marais, qui quelques temps plus tard à Bonn a découvert avec son fusil justement ce qui allait permettre d'inventer le cinéma un peu plus loin avec les freins lumière. Donc on est quand même un territoire en France d'excellence dans le domaine de l'image. Et puis aujourd'hui, si on parle à l'origine du projet de la 3D, eh ben, on a eu aussi l'invention du zoom avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Cuvillier, qui est à Dijon, qui vit toujours, et qui donc a vendu son brevet à Thales Ingénieux, mais qui est l'inventeur du zoom. Et puis, effectivement, les premiers projecteurs multiformat qui ont été faits par une société néerlandaise, mais à partir de leur laboratoire en France. Les premiers algorithmes qui ont permis de faire du codage numérique, avec une société qui s'appelle LC Concept dans les années 90.
Et puis une R&D, on va dire, sur le son 3D, avec une société qui est DMS à l'époque et Trinov également, qui ont permis de faire des processeurs son 3D. Et puis au niveau effectivement des serveurs, vous le savez tous, il y a une société qui a développé à partir de Sophia Antipolis les premiers serveurs en JPEG 2000 lossless dans les technologies. Donc voilà, donc ça c'est le postulat de départ en 2010-2011, avec, comme vous tous, un problème qui est je peux financer ma recherche et développement en France. Il y a un certain nombre de mécanismes d'accompagnement, il y a des mécanismes aussi fiscaux. Et puis vous avez tous le problème de la vallée de la mort, c'est le passage entre un prototype et l'accès au marché, où en fait les banques, les VC n'interviennent pas, vous avez des actifs immatériels, et donc effectivement pas de revenus en face. Et pour financer justement, que ce soit le sourcing, payer les fournisseurs pour les composants, que ce soit effectivement les dépenses marketing et commerciales, ben, en fait vous avez un problème pour financer l'ensemble de votre BFR. Donc à l'époque, en fait, il y a eu un concours de circonstances. Il y avait, dans le cadre des investissements d'avenir, un appel à projet filière industrielle, donc, qui avait été proposé par le CGI, le Commissariat général à l'investissement. Et en fait, donc, le projet 3D Alliance, pardon, hop. Le projet 3D Alliance, c'est tout simplement d'essayer de proposer autour de l'excellence dans le domaine de la 3D, en France, de pouvoir en fait s'allier et de pouvoir justement essayer de toucher les marchés des briques. Alors concrètement, parce qu'en fait c'est un projet collaboratif, comme vous en avez peut-être monté sur le FEI par exemple. Donc le projet 3D Alliance, en fait c'est un projet monté par 6 partenaires. Donc il y a aujourd'hui 6 partenaires. Il y a une association qui a été créée, ad hoc pour le projet collaboratif, qui s'appelle 3D Consumer. Et puis ensuite, vous avez 5 sociétés qui ont participé au montage du projet. L'association, en fait, le bureau et son conseil d'administration est composé des membres fondateurs, donc des 5 sociétés qui ont porté le projet. Elle a aussi des adhérents qui sont des membres de la filière. Et c'est l'association qui reçoit des financements dans le cadre justement de l'appel à projet et investissement d'avenir. Alors, la spécificité, c'est qu'en fait, les membres fondateurs se sont engagés à dépenser 3,3 millions d'euros sur 5 ans, en frais justement sur l'industrialisation et la commercialisation, et qu'effectivement, donc l'État abonde sur 5 ans à hauteur de 2,7 millions d'euros sur le projet pour justement, sous forme d'avance remboursable sur du chiffre d'affaires généré par les membres fondateurs. Et donc les membres fondateurs sont les 5 solidaires du remboursement de l'État et garantissent justement à l'État un retour financier sur l'ensemble des sommes perçues, donc les 2,7 millions d'euros sur 10 ans. Donc là aujourd'hui, on est sur les 5 premières années du projet. Au bout des 5 ans, il y a justement aujourd'hui un point d'interrogation. On va voir un peu ce que ça peut être la suite. Et puis l'idée, c'est que justement, derrière cette impulsion, pendant 5 autres années, les membres fondateurs qu'on va voir se garantissent le remboursement final pour l'État. Et puis, dernière chose, ils se sont engagés à la promotion justement du projet, notamment trouver des adhérents, et d'essayer justement de créer une autonomie, d'établir une autonomie de l'association au bout des 5 ans. Donc, rapidement, les initiateurs du projet, donc Doremi Technologies, donc, qui est une enseigne commerciale, qui est à l'origine du projet, donc la société Island Technologies, qui avait déjà 60% de part de marché au niveau Europe, hors de l'Est, dans le domaine des serveurs pour le cinéma numérique. Une société qui est donc la société Wolfony, qui à l'époque était en fait leader en Europe de la location de lunettes, notamment actives pour le cinéma. En fait, lorsque à l'époque vous alliez voir Avatar par exemple, sur un certain nombre de réseaux, on vous donnait les lunettes au début de la séance. En fait, c'était un parc locatif géré par Wolfony. Et puis ils étaient en train de faire leur R&D justement pour en fait devenir fabricants de matériel. À l'époque, ils louaient des lunettes Expand.
Et en fait, aujourd'hui, globalement, ils ont leur parc de lunettes, actifs et passifs, et leur système de polarisation. Et aujourd'hui, en fait, ils ont, à l'origine du projet, ils avaient bien anticipé. Aujourd'hui, ils sont challengers du numéro 1 mondial ready sur les systèmes passifs en salle de cinéma, avec justement un système qui est aujourd'hui en cours de commercialisation, qui est un système passif avec des polariseurs et qui est commercialisé dans le monde entier. Et aujourd'hui, ils sont numéro 2 ou numéro 3 mondial sur le marché du cinéma 3D pour les salles. Et puis la société 3D Live, une société française qui a été spécialisée dans la conversion de films 2D en 3D et qui aussi avait produit 40 heures de films en 3D. Donc là, c'est le collège contenu qui vous intéresse de prime abord. Et puis ensuite, deux sociétés qui travaillaient ensemble dans le domaine du son 3D, Digital Media Solutions, qui développait un processeur 3D, et Atao, qui est une société basée à Lille, qui faisait du public adresse et qui voulait aller dans le marché du cinéma. Donc globalement, c'est que des PME, des entreprises de 10 à 20 personnes qui faisaient un chiffre d'affaires entre 1 et 6 millions d'euros à l'époque, hormis dans le milieu technologique. Voilà, donc soutien dans le cadre des investissements d'avenir, avec un soutien d'une région au départ qui est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que le projet est parti de Sophia Antipolis, avec un soutien justement du pôle SCS en local et du pôle Primi. Et puis effectivement ensuite sollicitation d'une labellisation près de Cap Digital et d'Imaginov pour ensuite effectivement être un projet labellisé et soutenu par les investissements d'avenir. Voilà ce qui est un peu de l'origine du projet. Contractuellement parlant, en fait, donc le projet a été lancé en 2012. Donc avec les 5 sociétés fondatrices, il a été, en fait quasiment son anniversaire, c'était au mois de février 2012 que le dossier a été signé par Oseo et l'association 3DC. Donc l'association a été créée fin 2011. 2013, développement, recrutement des personnes pour l'Inde, la Chine et le Brésil, avec l'accélération d'une démarche, on va dire, opérationnelle. Le conseil d'administration, en fait, a créé des collèges pour justement mener des actions spécifiques par rapport au cinéma, par rapport justement au contenu ou d'autres domaines d'activité qui les intéressaient en termes de déploiement. Et puis on a eu en fait déjà une création d'emplois, justement 13 personnes au sein des membres fondateurs. Et puis déjà des premiers leads, des premières actions qui ont été mises en place, notamment sur la Chine, avec des contacts pour justement vendre du matériel de cabine sur le marché chinois. Et puis aujourd'hui, on est, depuis 2014, on est dans une phase un peu de run-up, d'accélération, où en fait, on a commencé en 2014 à avoir un réseau local de contacts, des premières missions de conseil qui ont été établies, des premiers retours de clients. En fait, nos clients, c'est nos adhérents, qui étaient plutôt contents du service, qui ont permis justement de nous conforter dans l'idée qu'il y avait une place à prendre pour proposer en fait une offre de service de qualité de professionnels de l'image et du son à des professionnels de l'image et du son, et pas que forcément de la 3D. Et puis en 2015, on va commencer le remboursement à l'État, donc à partir du mois de juin. Donc à chaque date anniversaire, on doit demander à nos membres fondateurs quel est le chiffre d'affaires qu'ils ont généré justement à l'export grâce à l'association. Et au mois de juin, on doit reverser à l'État, commencer déjà à reverser à l'État une partie de retour. Et puis aujourd'hui, en fait, on est assez peu en termes d'adhérents. On est une vingtaine d'adhérents. Et puis une quinzaine de followers. Ce que j'appelle les followers, ce n'est pas ceux qui sont sur Facebook ou sur LinkedIn, c'est plutôt des sociétés qui nous connaissent, qu'on connaît bien, avec qui on a des échanges de bons procédés sur des salons ou sur l'information, mais qui ont envie de travailler à l'export avec nous, mais qui n'ont pas forcément dans leur roadmap stratégique les briques aujourd'hui en tête en termes de développement. Certaines sociétés, peut-être comme vous, visent plutôt le marché européen au départ, avant de partir justement un peu plus loin sur les briques. Et puis en 2016, par rapport à notre roadmap de départ et un peu l'engagement contractuel avec l'État, on va commencer à essayer
de travailler sur une pérennité économique de la structure en proposant, en fait, en faisant la promotion de nos services au-delà de la France à d'autres entreprises européennes pour proposer peut-être un service, on va dire, de conseil, donc privé, à des sociétés de l'image et du son au niveau européen qui souhaiteraient effectivement vendre leurs services ou leurs produits justement sur les zones où on est présent. Voilà, donc en fait en 2016, on est une période qui sera charnière, qui sera la fin du programme et éventuellement la préparation en fonction du modèle économique et des revenus qu'on arrive à générer d'une pérennité économique à une structure de droit privé qui pourrait se mettre en place. Alors concrètement, donc aujourd'hui, 3D Alliance, on aime à s'appeler l'accélérateur international. Donc l'idée, c'est de permettre aux entreprises d'accéder à leur marché à l'international plus rapidement. Tout d'abord en proposant une utilisation de moyens. C'est que des entreprises qui travaillent ensemble, des chefs d'entreprise qui échangent sur des problématiques commerciales. On a effectivement une manne financière, mais la manne financière, elle est relativement petite en fonction des ambitions qu'on se donne. Donc il faut faire attention aux dépenses. Donc l'utilisation des moyens, c'est justement des actions collectives comme des salons, ou justement des présences en termes de bureaux représentatifs sur les marchés qui sont importants. Et puis justement des chasses en meute, essayer de travailler ensemble, comme le font très bien les Italiens ou les Anglais, essayer justement d'avoir des approches marketing innovantes et de proposer justement une chaîne de valeur auprès de nos interlocuteurs en face. On va le voir par des illustrations tout à l'heure. Lorsqu'on parle justement de Vanda en Chine, qui est un groupe, un conglomérat qui est présent de l'immobilier, de l'hôtellerie du luxe, qui est présent aussi au niveau des salles de cinéma, qui a racheté le réseau AMC aux États-Unis, en fait, on peut leur proposer justement des équipements de cabine avec justement des sociétés présentes comme HTE, Island Technology, Volphony, des équipements audio avec des sociétés comme DMS, Showmax, des solutions pour les lobbies, donc avec du digital signage, mais également justement tout ce qui est son ou justement affichage dynamique avec une société comme Taodine qui propose des PowerPoint interactifs en 3D. Voilà, donc c'est juste une petite illustration de notre approche. Au-delà de rencontres d'affaires, au-delà de salons, on essaye de provoquer un intérêt sur une chaîne de valeur qui est du Made in France, autour d'une excellence technologique et d'une qualité de service ou de produit. Et donc, justement, on considère qu'aujourd'hui, sur les marchés comme le Brésil, l'Inde et la Chine, l'ensemble du savoir-faire qui a été développé au départ pour les acteurs de la filière 3D, image et son, en fait, globalement, c'est souvent les mêmes interlocuteurs pour les acteurs de l'image et du son numérique, et qu'effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas les proposer justement à un public plus large de sociétés françaises qui sont dans le domaine, afin aussi de mutualiser de nouveaux moyens et établir des économies d'échelle. Et puis aussi, ça va profiter de notre expertise et l'adressage avec un certain nombre de contacts qui ont des pipes un peu de communication locale qui ont été établis. Alors ça, c'est... Je ne connais pas en mandarin comment ça se dit, mais à chaque fois, en Chine, ça marche très bien. Je vois Chloé qui sourit. Mais voilà, on commence souvent la discussion en disant ça. Et les Chinois aiment beaucoup. La Chine, c'est quand même un État structuré autour d'un parti et d'une culture. Et ils aiment bien, effectivement, qu'on commence en disant que 3D Alliance, en fait, c'est des baguettes. Et c'est plein de baguettes ensemble. Et que, justement, les baguettes, toutes rassemblées, sont plus fortes que simplement une ou deux baguettes toutes seules. Voilà. Et donc, la morale, c'est qu'à chaque fois, les Chinois rient, sourient, puis ça casse la glace, et sont d'accord. Et ils trouvent que justement, lorsqu'on présente les investissements dans l'avenir, que ça a été soutenu par l'État français, ils disent les Chinois devraient faire pareil. Bon, je pense qu'ils le font quand même. Mais ils disent que c'est des initiatives à l'export qui sont très très intéressantes. Et l'initiative 3D Alliance a auprès des sphères politiques chinoises
un avis très favorable et une bonne image de marque, justement du fait de cette approche collaborative. Alors la mise en œuvre, aujourd'hui en fait, qu'est-ce qu'on propose? On propose en fait du business développement. Alors on n'est pas des commerciaux, on est des ingénieurs avant-vente ou des défricheurs. Donc toujours dans le domaine de l'image et du son, ce qui est déjà très très large comme une activité. Au départ, le cinéma, donc les industries techniques, ensuite la production cinématographique, la distribution cinématographique. Ensuite, on a commencé à travailler sur les chaînes de télévision et justement la vente de programmes de télévision sur nos différentes zones. Et l'hôtel de luxe, aujourd'hui, résidentiel haut de gamme, vous le verrez pourquoi après. Donc on propose en fait des missions de business développement, d'accompagnement à l'export, de promotion de produits et de services. En fait, derrière, on réalise aussi des études de marché et des analyses sectorielles. Donc les analyses sectorielles, elles partent des problématiques de douane, de frais d'importation, de présence de concurrents au niveau local, concurrents internationaux évidemment, et effectivement des modalités de pénétration du marché. Et puis ensuite, factuellement, pour les sociétés qui veulent s'implanter, on a mutualisé des ressources, donc notamment des adresses à Los Angeles, à Burbank, à Hong Kong, à Pékin, et puis des showrooms en fait à ces adresses-là où on peut présenter un certain nombre de produits. Ces showrooms, c'est au départ des salles de cinéma, puisque à l'origine on est très axé sur le matériel de cabine. Mais effectivement, on peut l'utiliser pour des salles de formation, on peut l'utiliser pour faire effectivement des démos avec un certain nombre d'adhérents qui veulent aller aux États-Unis. C'est quelque chose qui est assez notable et intéressant, surtout quand on a un environnement professionnel en local. Et puis, on organise des rencontres d'affaires. Ça, c'est des choses qui ne sont pas très originales, que vous connaissez par ailleurs, organisées par la CCI ou par CAP. Et puis, beaucoup de rendez-vous en face à face. Alors, c'est un peu contradictoire, mais c'est vrai qu'on aime essayer de créer une dynamique avec les baguettes, 10 baguettes, mais c'est souvent des missions en face-to-face qui sont demandées par les adhérents pour avoir une relation assez exclusive. Voilà globalement l'offre de services. Aujourd'hui, comment ça se structure? En fait, on est donc principalement sur les briques, avec une présence showroom et domiciliation à Los Angeles. On a des sociétés comme Volfony, des sociétés comme Allianz Technologies qui ont donc des équipes là-bas et qui proposent en fait d'échanger avec leurs équipes sur justement le business au niveau local et faire des ouvertures de portes. Mais on n'a pas une personne dédiée là-bas, puisque en fait, comme les moyens aussi de l'association sont limités, on travaille avec des VIE. Et les VIE, le conseil d'administration a considéré qu'ils étaient un peu trop léger sur le marché américain autour de Los Angeles pour justement attaquer les majors ou la filière industrielle cinéma. Voilà, donc il n'y a pas eu de VIE qui a été implanté sur les États-Unis. On a donc en fait 3 VIE, un qui est basé à Sao Paulo, qu'on verra tout à l'heure par Skype. Une autre personne qui est basée en Inde, qui était basée au départ à Mumbai et qui vient d'arriver à Bangalore, qui est en plein déménagement. Donc voilà. Et puis une autre personne qui est en cours de recrutement, qui était basée à Hong Kong. Et on se demande si on ne va pas la remettre la mettre à Pékin pour être plus proche justement des instances décisionnaires au niveau du marché continental chinois. Et donc, on a une possibilité aussi de vous présenter sous forme dans plusieurs showrooms. Un, justement, à Los Angeles, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, mais également à Pékin, où à Pékin, on a justement passé un partenariat avec une société chinoise. Donc, c'est une entreprise chinoise qui accepte de présenter les produits de nos membres, donc ceux de 3D Alliance, et puis également à Sao Paulo. Voilà. Concernant le Middle East, aujourd'hui, on rayonne à partir de l'Inde. Il y a beaucoup d'Indiens qui travaillent sur justement le marché du Middle East.
Et pour faire des économies d'échelle, l'ensemble du marché des Émirats et de Doha est traité à partir de l'Inde par Joachim, vous verrez tout à l'heure. Voilà, en fait, juste, je vous donnerai après la liste des adhérents, mais en fait, on n'a pas d'adhérents qui sont des entreprises qui sont intéressées par une étude. Chacun des adhérents a un produit ou un service à vendre, et plutôt un produit. Et en fait, ils cherchent à pénétrer un marché. Donc ça, c'est important. On pensait au départ qu'on aurait peut-être des adhérents qui seraient intéressés que par de l'information. Mais l'ensemble des sociétés qui sont aujourd'hui adhérentes cherchent en fait à pénétrer ou résoudre des problèmes sur des territoires où ils sont déjà présents ou pénétrer de nouveaux marchés. Donc avec une problématique relativement à court terme. Donc voilà, vous allez déjà avoir une petite présentation des VIE en fixe avant de les avoir en live. Donc là, c'est Rose qui était basée à Hong Kong et qui nous a quittés dernièrement. Vous avez des profils. En fait, ce qui est important au niveau de nos profils de VIE, c'est la binationalité. Et là, la binationalité, c'est le fait qu'ils connaissent la culture locale et qu'ils parlent une langue locale. En l'occurrence, Rose parle mandarin et anglais, évidemment, plus du français. Et Joachim parle tamoul, qui est la troisième langue du pays, en Inde, mais en fait, qui est la première langue parlée dans le sud de l'Inde, à partir de Bangalore, et l'anglais. Et puis, un profil aussi commercial. Joachim, avant, a passé un an chez Lenovo en B2B pour faire de la vente, justement, d'ordinateurs. Donc, assez rodé aux techniques de vente. Et Thomas est également double nationalité, brésilien et française. Il parle aussi couramment anglais et espagnol. Et en fait, il couvre le Mexique, l'Argentine et justement aussi le Brésil à partir de Sao Paulo. Des gens qui n'ont qu'un profil commercial. En fait, on n'a pas à recruter d'ingénieurs. C'est des gens qui sont, entre guillemets, chargés de faire du défrichage. Ils ont été formés, ils ont fait le tour des sociétés, et ils font le tour régulièrement des sociétés. Mais leur travail, c'est de détecter soit des distributeurs, soit des leads commerciaux, et au-delà d'une cotation, c'est de faire le suivi derrière. C'est de voir, notamment, je prends le cas, par exemple, de Volfony sur le Brésil. Volfony n'a pas de présence locale. La présence locale, c'est Thomas. Et Thomas, lorsqu'il y a une cotation qui est faite sur le marché brésilien, donc il suit en amont jusqu'à la cotation, mais ce n'est pas lui qui l'a faite, c'est Volfony, évidemment. Et derrière, il regarde un peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'ont fait les concurrents, il recontacte le client potentiel, il essaye de faire le service après-vente, et dès qu'il y a un problème, il remonte l'information au bureau de Volfony qui s'occupe du marché brésilien. Voilà, le rôle, c'est vraiment d'être une sorte d'agent commercial un temps partagé pour justement les adhérents de l'association. Mais c'est... Pardon? Oui? Juste une question. J'ai loupé peut-être un pas. Ça veut dire quoi, VIE? Un VIE, c'est Volontariat International en Entreprise. Merci. Je crois que c'est ça. Donc c'est jusqu'à 30 ans, je crois, ou un peu moins, la possibilité d'aller à des conditions intéressantes pour l'entreprise au niveau fiscal, avec un salaire garanti pour eux, et effectivement pour les jeunes, voilà, des jeunes qui postulent à ce statut-là. Et pour l'entreprise, c'est beaucoup moins cher que d'avoir un poste à temps plein. Donc voilà, effectivement, excusez-moi, c'est une précision importante. Voilà, donc comment ça fonctionne l'allocation du temps des VIE? En fait, je ne vais pas entrer dans les détails, si ça vous intéresse, dans les questions-réponses, on y reviendra. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, il y a un temps de travail qui est sur la semaine dédiée à l'administratif, la feuille de temps, le nettoyage des bases de données, les réunions de coordination avec Paris. Une quote-part du temps qui est à peu près, aujourd'hui, 2/3 du temps des VIE, qui est réservé pour les membres fondateurs, en fait, qui, justement, aujourd'hui, se sont investis sur justement le développement du chiffre d'affaires et le remboursement de l'État.
et un tiers de leur temps qui sont donc disponibles par rapport à des adhérents qui souhaitent mener des missions. Aujourd'hui, chaque mois, en fait, on fait un point, un planning en fait, des lieux, mais sur l'année, voilà, entre les présences salon, entre les présences justement sur des rencontres d'affaires ou sur des missions face-to-face, ou sur des études, on va dire plutôt papier, comme les études de marché ou des études sur les problématiques d'importation. Donc un tiers en fait du temps aujourd'hui des VIE est valorisé auprès des adhérents non membres fondateurs. Et en fait chaque mois on passe ça en conseil d'administration pour avoir l'avis et l'aval justement des membres fondateurs. Mais ça nous permet en fait d'établir comment dire, le business model et ensuite justement d'ici 2016 d'accélérer le mouvement pour justement peut-être générer des revenus qui permettraient de réaliser la structure à la fin de 2016. Pardon. Hop. Je suis à l'envers, c'est pas forcément évident. Voilà, je vous donnerai tout, si vous voulez les slides, je pourrais vous les fournir. Mais disons qu'en termes du pôle, ici, il y a la société Firefly, qui est membre, qui expliquera un peu son intérêt. Et puis, on a des entreprises qui sont globalement de toute la France. On reviendra tout à l'heure peut-être là-dessus sur les membres, principalement autour de la 3D. Voilà juste quelques exemples de missions avant de parler des use cases. Globalement, on a beaucoup de travail sur les 2 premières années pour trouver des distributeurs en local. Donc, ça a été le cas, par exemple, de la CDMS. Donc, évidemment, sur les différentes zones, que ce soit l'Inde, la Chine. Atao, qui est la société qui fabrique des speakers, qui est basée à Lille, on l'a aidé à monter sa joint venture en Chine. Et aujourd'hui, sa joint venture est quasiment opérationnelle. Donc à partir de l'année prochaine, enfin cette année en 2015, elle devrait générer du chiffre d'affaires. Pour la production de contenu, en fait, sur l'Inde, il y a eu des missions qui ont été de représentation, en fait, sur des marchés, comme le Festival de Goa, pour justement la société Tradelize, et d'autres sociétés qui voulaient justement savoir si elles pouvaient contacter des sociétés pour coproduire. Et puis Thales Ingenieux, par exemple, sur la Chine, ils ont un système issu d'un projet de recherche qui s'appelle GoLive, un rig 3D, développé avec une société qui s'appelle Binocle. Et l'INRIA, ils ont justement aujourd'hui sont dans une phase de commercialisation. Et depuis un an, en fait, des contacts ont été entrepris avec CCTV, par exemple, en Chine, pour faire des tests sur des événements sportifs. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas de la vente, c'est du test pour affiner justement les versions, on va dire, première série, pour ensuite arriver à un produit commercial. Je pense qu'en 2015, Thales Ingenieux devrait avoir ses premières ventes à l'international. Voilà, c'est quelques petits exemples avant de rentrer dans les use cases de tout à l'heure. Voilà, et puis un petit exemple de ce que j'évoquais, on a essayé sur les territoires, pour plein d'actions, de brander la marque 3D Alliance, pour que ça soit considéré comme ces fameuses baquettes. Au-delà de la vente commerciale, donc sur l'exploitation commerciale de cinéma, on a réfléchi justement à établir peut-être des synergies sur des complémentarités au niveau des différents membres, et d'essayer d'ouvrir de nouveaux marchés. Les nouveaux marchés, aujourd'hui, sur les briques, c'est aussi tous ces milliardaires qui cherchent à avoir de l'innovation chez eux. Et on a commencé à creuser sur l'hôtellerie de luxe ou sur le résidentiel de gamme ce qu'on pouvait faire. On a quand même, dans les membres fondateurs au départ, beaucoup de gens des industries techniques. Et justement, proposer une salle de cinéma privée à un hôtel, ou proposer du digital signage à un hôtel, c'est quelque chose qui a du sens. Proposer des solutions de VOD également, des solutions, des plateformes de VOD, d'IPTV, c'est des choses qui ont également du sens. Et clairement, c'est un axe qu'on est en train de creuser sur l'Inde, sur la Chine et sur le Brésil, auprès justement des architectes ou justement des promoteurs immobiliers, pour justement les intéresser au savoir-faire français,
la technologie française, l'excellence française, mais aussi le luxe français. On joue là-dessus pour essayer de les attirer. Donc là, en fait, on a un certain nombre d'actions qui sont en cours, avec des sociétés qui sont loin de la 3D, comme la société Agathe, qui fabrique une société basée à Lyon, qui fabrique des écrans miroirs, donc cachés derrière des miroirs, qui aujourd'hui est leader en France sur ce marché-là, avec effectivement plusieurs sociétés comme la société Schmax, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a commencé à avoir des références de résidences privées à Paris. Ils ont fait la salle de Xavier Niel et Delphine Arnaud notamment. Donc on joue là-dessus et ils ont en service le Royal Monceau. Donc aujourd'hui, avec eux, on attaque, c'est vraiment le mot, on attaque des projets d'hôtels au Brésil comme en Inde pour justement faire la promotion justement de ce savoir technologique français et notamment dans un domaine qui n'était pas forcément celui qui était prévu au départ, qui était plus lié à l'exploitation commerciale cinéma. Voilà, donc là pour l'instant on est en train de creuser. On a plusieurs offres qui sont poussées et j'espère qu'en 2015 on aura des retours positifs en termes de volume d'affaires. Voilà des rencontres aussi qu'on a organisées, ça sera sûrement une question, il y a des structures qui existent déjà à l'export comme UbiFrance. Donc UbiFrance, on travaille avec eux sur les milieux, c'est eux qui nous portent les milieux et qui signent les contrats. Ensuite, on a essayé d'organiser des rencontres d'affaires, notamment sur la Russie, dans l'hôtellerie de luxe. Voilà, en fait, nous par rapport à une question que vous aurez sûrement tout à l'heure, on se différencie en étant beaucoup plus ciblé au niveau des contacts qu'eux. Et effectivement, on a monté une rencontre autour de l'ISR, qui est l'équivalent de l'ISE, mais justement sur le marché russe. Et ceux qui ont un grand salon sur tout ce qui est système embarqué à Amsterdam, au Maxime Breguet. Voilà, donc c'est des actions qu'on a menées avec justement les entreprises qui sont nommées ici. Voilà un bilan un peu sur les actions, pour résumer tout cela. Donc des actions collectives qui sont des salons. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de salons qui sont liés à l'exploitation cinématographique. Donc globalement, le Cinémacon, qui Expo, Cinéasia et aussi Podcast Asia. En 2015, on a une grosse demande de nos membres sur Broadcast India, en fait, qui est un peu à l'indienne, un mélange de la télévision, du digital signage et du cinéma. Donc beaucoup de membres peuvent s'y retrouver. On était effectivement sur un certain nombre de festivals, comme le Festival de Pékin, Grand Bazar en Inde, qui est assez important pour la production de contenu, et les Film Art donc à Hong Kong. Et puis effectivement, on a organisé en 2013 et en 2014, justement avec Ubi, justement ces rencontres thématiques. Et on a organisé un roadshow sur l'Asie du Sud-Est, avec une association qui est Françaisie, en fait. Bon, c'était juste pour essayer de voir si ça fonctionnait bien, sur le Vietnam et la Thaïlande en 2014. On a des actions un peu à long terme sur lesquelles on a envie de travailler. On est en relation avec, notamment à Tianjin, avec la joint venture de CPG, donc Cameron Pace Group, et North Tianjin Film, qui a un gros projet de movie park sur tous les métiers, on va dire, du cinéma et de la télévision. Ça va du métier de producteur, du métier de distributeur, du métier de chef-op, tous les aspects business, droit et ensuite technique de la production d'un film ou d'un dessin animé. C'est Mr. Monde d'enfant que vous voyez là-bas avec James Cameron, a beaucoup d'ambition. Chloé le connaît, je crois aussi. Hein. Tu connais Monsieur Monde d'enfant, ouais. Et donc voilà, sur le Movie Park, on a envie de travailler avec des écoles françaises pour essayer justement de valoriser le savoir-faire. Et puis ensuite, pour pas mal de sociétés, on a des axes qui sont, pour pénétrer le marché, qui sont la formation. Donc proposer des workshops autour de leur savoir-faire, que ce soit sur du pilotage de drone, par exemple, donc auprès justement de personnel technique cinéma,
C'est des projets que l'on a sur le Brésil en ce moment, ou sur les effets spéciaux, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des axes qui sont au-delà des actions, on va dire, consulting, éveil, qui sont des actions à long terme où on a envie de développer des partenariats autour de l'éducation et de la formation. Voilà, donc, et pour finir ce bilan, au niveau des actions collectives, on a des contacts qualifiés, on va dire d'une vingtaine, trentaine de contacts vraiment qualifiés au niveau des sociétés qui ont fait partie des actions collectives, qui sont suivies. Ça prend parfois très long, notamment en Inde, de temps pour aboutir aux résultats. Aujourd'hui, on a assisté aussi à la création de 2 joint ventures et accompagné la création de 2 joint ventures, donc celle d'Atao et celle de Volphonie. Et puis ensuite, on a défini et trouvé les distributeurs et les intégrateurs pour un certain nombre de sociétés qui sont aujourd'hui présentes. Ça passe souvent par évidemment cet aspect-là, notamment pour DMS et Atao. Et puis aujourd'hui, on en passe aussi pour des sociétés comme HTS, sur l'Inde, sur le Brésil, de trouver leur distributeur. Voilà, donc le distributeur, c'est le point de départ pour générer du chiffre d'affaires, évidemment, au niveau local. Voilà, et puis l'estimation qui a été communiquée justement auprès de la BPI, et qui va permettre de calculer le retour financier pour l'État, c'est 4 millions d'euros de génération de chiffre d'affaires pour les 5 membres fondateurs sur les 2 premières années grâce à l'association, et qui vont donner lieu à partir du mois de juin 2015 à un retour financier pour l'État.